Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau épisode de Rebut Talk, le 6ème. Et aujourd'hui on n'est pas avec n'importe qui pour ce Rebut Talk, on est avec l'incroyable catcheur Mike Bailey. Comment ça va Mike? Ça va bien, merci. Et Bah, vous? super, super. Impeccable. Ça nous fait plaisir de te recevoir et du coup c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui pour te recevoir. Je suis avec mon acolyte de toujours, Cody. Comment ça va Cody? Salut Enzo, salut Mike. Un grand plaisir de faire cette émission aujourd'hui. Alors, on a du lourd sur la chaîne des rebuts du catch. On a eu Pat Laprade pour représenter un peu le Québec un peu plus tôt dans l'année. Maintenant, on a Mike Bailey. donc voilà, c'est bien, ça évolue. Effectivement, effectivement. Et alors, avant de commencer tout vite l'entrevue, car vous savez, nous, c'est pas vraiment une interview. On préfère dire entrevue. On discute avec les acteurs du catch. On préfère. On voulait tout simplement vous rappeler que vous pouvez souscrire à un abonnement sur la chaîne des Rebuts du Catch. Vous pouvez vous pouvez devenir membre des Rebuts du Catch pour 5 € par mois. Voilà, vous pourrez avoir des vidéos en avant-première. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et en format audio, parce que c'est aussi la force des Rebuts du Catch. C'est ce qu'on veut, c'est du podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcasts, un peu partout. Vous avez la page Podcastix en commentaire, en description pour aller là-bas et voir où on est disponible. Et comme d'habitude aussi, vous savez le programme chaque semaine sur les Rebuts du Catch. Pour Romania, tous les lundis, l'actualité du catch Puro. Tous les mois du catch japonais, effectivement. Tous les mois, vous aurez normalement. Là, le catch français étant stoppé, DFW, Defend French Wrestling. Malheureusement, le catch est stoppé. Là, on arrive. Alors, je sais pas quand cette entrevue sortira. Si c'est après la semaine de Mania, pendant la semaine de Mania, avant la semaine de Mania. mais en tout cas, vous savez que ça va être une grosse semaine pour nous, la semaine de Mania. Donc un plaisir de pouvoir faire cette semaine avec vous. Donc voilà, on va commencer avec l'entrevue. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Cody qui va nous faire une petite présentation Parce que de Mike Bailey. C'est ça, parce que Mike, tu es quand même très très connu, surtout par nos auditeurs qui sont assez fans que ça soit de catch japonais, de catch indie, donc beaucoup de gens te connaissent déjà sur la chaîne parmi les auditeurs. Mais bon, voilà, on espère pourquoi pas te faire découvrir à certaines personnes qui te connaissent pas. Et donc, comme on le fait si bien chez nous, à chaque fois, au lieu de dire tout simplement à l'invité de se présenter, c'est trop facile, on décide toujours d'essayer de faire une petite présentation personnelle de l'invité. Donc, il y aura peut-être des infos qui seront fausses. Donc, s'il y a des soucis, des trucs que j'ai mal notés, mal recherchés, surtout n'hésite pas à m'interrompre et à me dire et à rectifier. Donc voilà. Surtout n'hésite pas. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as commencé en 2006 la lutte sous le nom de Mike Seidel, c'est ça? Oui. Et tu as également fan de Matt Seidel à l'époque. Ouais, c'était une espèce d'hommage. Ben, plus ou moins, c'était plus une absence de nom. D'accord. Et quand j'ai fait mon premier combat, je pensais pas que j'allais lutter pour la promotion avec laquelle j'ai commencé pendant très longtemps. Donc, il a demandé mon nom, j'ai dit Mike Seidel, tiens, je trouve ça drôle. Mais au début, il y a longtemps, mon vrai prénom, c'est Émile. Ok. Ça me dérange pas de le dire, honnêtement. D'accord. Mon vrai prénom, c'est Émile. Mais Émile, encore une fois, pour les anglophones, difficile à prononcer. Donc, typiquement, de la lutte, tu changes ton nom pour un nom prononçable en anglais. Ce qui est une erreur, honnêtement. J'aurais dû juste m'appeler Émile en tant que lutteur. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais angliciser Émile, je voulais être Miles. Mais il y avait déjà un Miles sur le show. Donc, Miles, ça ressemble à Mike. On va y aller avec Mike. Donc, j'ai gardé ça. Puis, j'étais un grand fan de Matt Seidel. Donc, Mike Seidel, ça va être drôle. Si seulement j'avais su qu'il allait y avoir un vrai Mike Seidel après, qui est le vrai frère de Matt Seidel, j'aurais jamais pris ce nom-là. Je me serais trouvé quelque chose d'autre. Mais oui, j'ai lutté en tant que Mike Seidel pendant quelques mois. Toi, est-ce que tu fais partie des personnes qui conseillent, par exemple, à des catcheurs français de garder un nom français plus que de prendre un nom anglophone? Je pense par exemple à monsieur Antoine Bernard, que tu as entendu parler du coup sur ton live parce que tu as streamé un de ses matchs, qui avait un nom, je crois que c'était Brian Johnson à ses débuts. Il a rechangé, tu vois, un nom très anglais, tu vois. Il a rechangé pour avoir un nom français. Toi, c'est un truc que tu conseilles plus pour les catcheurs français, par exemple? Je trouve que, oui, puis je trouve que même le concept d'un personnage dans la lutte, je trouve que c'est pas mal désuet.
dans le catch. Je vais me rattraper pour dire Tu peux catch, dire lutte Tu peux ici. on le dit, des fois. Je suis sûr que vous allez comprendre. Mais peu importe. Je trouve le concept de se trouver un personnage, c'est désuet. Si tu travailles pour une émission de télévision qui présente un show de lutte, puis le public va seulement te connaître à travers cette émission-là, ben tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant 2 heures par semaine, c'est facile. Mais maintenant, la lutte, c'est un monde immersif. Ton personnage, puis qui tu es en tant que lutteur, ça se termine pas quand le show se termine. Non, ça continue à travers les médias sociaux et tout. Puis c'est difficile de rester un personnage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne. Puis c'est dommage quand tu es un personnage des fois, mais tout le monde qui va au show sont amis avec toi sur Facebook ou tu utilises ton vrai nom. Puis t'es pas un monstre sortant des égouts, t'es juste un gars qui travaille dans un centre d'appel, puis c'est tout. C'est souvent ce qu'on dit. Pour moi, un vrai bon personnage, c'est la personne de base un peu plus exagérée, parce que dans le catch, on exagère un tout petit peu plus, mais ça reste la personnalité du catcheur dans la vie de tous les jours, quoi. Exactement. Je trouve ça. Tu t'appelles, je sais pas, Brian Johnson, je sais pas c'est quoi le nom. Ouais, c'était ça qu'il avait. Enfin, par exemple, moi, tu vois, moi, c'est pas mon vrai nom, Cody McBride, mais quand j'ai catché, j'ai pris ça. Alors que c'est clair que si. Bon, c'était en 2006, on a à peu près commencé au même moment, pour être honnête avec toi. Au moins, McWild, c'est assez absurde que ça sorte. C'est évident que c'est pas ton vrai nom. Donc ouais, c'est ça. C'est correct. Un de mes préférés, que je suis sûr qu'il y avait ça en France il y a 10-15 ans, mais il y en a eu beaucoup au Québec que j'ai vu, des lutteurs québécois qui parlaient à peine anglais, qui ont la gimmick de « moi, je suis un Américain millionnaire ». Si, il y en a eu plein. My name is the millionaire John Smith and I am from New York City. On sait que tu viens de Drummondville. Il y a un des vieux catcheurs français, un ancien qui est très connu et qui a fait un peu dans les années 80, était très important, Marc Mercier, qui est revenu dans les années 2006, 2007, 2008, sur la gimmick c'était quoi? C'était du Brooklyn Brawler, je crois. En gros, c'était un mec qui venait de Brooklyn, qui venait de Brooklyn et qui était un gros brawler. Donc déjà, en plus, il était cassé de partout, le monsieur. Mais en plus de ça, ce qui a été hyper marrant, c'est qu'il avait plein de demandes d'interview. Il parlait 3 mots anglais. Il savait pas parler anglais. Il disait à tout le monde fuck, 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 avec un accent très très mauvais, et c'était très marrant. Français, C'était les gimmicks de Russes aussi qui sont présents dans le monde de la lutte. Tu parles pas un mot de russe, tu peux juste dire Dos Vidania, c'est tout. Vodka. C'est clair. Ce qui va arriver à un show de lutte, quelqu'un va venir te parler quand tu vas essayer de vendre tes chandails, puis quelqu'un qui va parler russe, puis tu vas être obligé de dire c'est juste un personnage. Moi, j'ai une petite histoire là-dessus sur un show de catch où on m'avait booké, donc les promoteurs me connaissaient pas. Et quand ils ont vu Cody McBride, je sais pas, pour eux, j'étais quelqu'un qui était écossais. Du coup, ils m'ont vendu comme un Écossais, mais je ressemble pas à un Écossais, je suis pas Écossais, moi. Du coup, ils m'ont vendu, quand ils m'ont vu, ils fait, mais t'es pas Écossais. Je fais, ben non, mais regarde des photos un peu avant de... C'était, voilà, c'est les petites histoires comme ça. Tu as également catché sous le nom de Kitsune? Oui. Ouais, c'était un personnage, c'était quoi exactement? C'était pour Interspecies Wrestling. Ah ouais, d'accord, ah oui, ok. Que je suis sûr que vous connaissez, parce qu'ils ont fait beaucoup de shows au Québec, aux États-Unis aussi, puis un peu partout. Mais eux autres leur point fort, c'était vraiment prendre des lutteurs puis leur donner des gimmicks. Comme ils ont fait le masque puis tout, ils ont fait le personnage. Un peu comme Chikara, quoi. Un peu comme Chikara, mais plus adulte, plus absurde, puis monté différemment. Mais ça, il y avait beaucoup de personnages. Ils ont fait beaucoup de personnages qui n'ont jamais eu une grande présence comme il aurait dû. Comme par exemple, il y avait Ketchup et Moutarde, qui était une équipe qui était juste des gens avec des costumes d'Halloween, de bouteilles de ketchup et de moutarde, qui étaient fantastiques. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour info, là, voilà, comme on se connaît pas trop, mais je tiens à te préciser, on a quand même 3 points en commun, Mike, toi et moi. Oui. C'est déjà pas mal. On a le même âge, si je dis pas de bêtises, je crois que tu as 30 ans. Oui. C'est ça? Ouais, donc on a le même âge, c'est déjà un bon point. Le deuxième, c'est qu'on a commencé à peu près à la même période, 2006-2007, donc c'est un autre bon point. Et le troisième, c'est qu'on a catché nous deux à la NWC.
Enfin, c'était pas la même, mais c'est un bon point aussi, tu vois. C'est pas mal. On essaye de se raccrocher avec ce qu'on peut. Je pense qu'il y a beaucoup d'NWC. Je pense Ouais, que ouais. c'est un acronyme commun, là, Ouais, le c'est clair. National Wrestling Championship Ouais, ou ouais. Northern Wrestling Championship ou Nouveau Wrestling Championship. Ouais, ou c'est peu ça. Bah, importe. la NWC, c'est Neves Webcatch qui veut tout simplement Ouais, dire ouais, c'est Neves ça. en breton. Donc, c'est nouveau, quoi. Donc, voilà. T'es un catcheur donc mondialement connu et reconnu. Tu as catché entre autres chez IWS au Québec, C4 au Canada, Smash, CZW, Beyond, PWG, Progress, DDT, VXV, GWF en Allemagne, Fight Club Pro, OTT, Rev Pro et bien d'autres encore. Est-ce que tu as une promotion que tu retiens là-dedans? Non, Non? honnêtement. Tous? Euh, Tous des bons souvenirs pour les trois quarts, j'imagine? ben, c'est pas si dur à dire. C'est sûr que DDT, c'est un peu plus spécial. C'est vraiment la seule promotion pour laquelle j'ai lutté au Japon. C'est sûr, j'ai fait d'autres petits galas pour d'autres Hmm. promotions, mais c'est tout à travers DDT. Mais je me considère un lutteur indépendant. J'ai toujours Ouais. été un lutteur indépendant. J'ai des relations plus fortes avec certaines promotions, comme j'ai une grande appréciation pour C4, qui est à Ottawa, qui est une de mes promotions préférées au Canada, parce que c'est vraiment... Je luttais déjà depuis 4-5 ans, mais c'est à travers eux que j'ai eu mes premiers vraiment bons combats contre du monde qui était assez reconnu pour que je puisse apprendre. C'est eux qui m'ont vraiment donné les chances. Contre Kevin Steen, c'est là que j'ai eu mon premier combat. Contre Player Uno, c'est là que j'ai eu mon premier combat à C4 qui est vraiment... qui a ouvert beaucoup de portes pour ma carrière. La AWS, je donne des cours de lutte à leur école depuis à peu près 1 an. J'ai toujours été associé avec. J'ai une grande appartenance envers eux. Mais malgré tout ça, je me suis toujours considéré comme un lutteur indépendant. Indépendant. J'ai jamais eu... Ouais. Sauf au Japon, encore une fois, c'était différent parce que c'était eux qui m'ont amené au Japon. C'est eux qui m'engageaient, c'est eux qui avaient mon visa, c'est eux qui payaient pour mon vol et tout. Donc, j'ai pas le choix d'avoir plus d'appartenance, mais sinon, même en Europe, toutes les fois où je suis en Europe, je me considère encore lutteur indépendant. Je prenais mes bookings moi-même. Mike Bailey, catch pour Mike Bailey, quoi. Ça sonne égoïste dit comme ça. Oui, mais non, mais enfin, moi je comprends tout à fait. Je pense que Enzo c'est pareil. Moi je comprends tout à fait vouloir gérer ta carrière comme toi tu le souhaites surtout. C'est ça. Oui, je vois beaucoup de monde qui, honnêtement, que ça nuit énormément à leur carrière d'avoir trop d'appartenance envers, peu importe, qui les a entraînés ou qui leur a donné une chance ou qui a décidé qui leur a promis des belles storylines. Mais en tant que lutteur indépendant, les promotions, ça l'ouvre, puis ça ferme, puis c'est un cycle qui ne se termine jamais. Ton but numéro 1 avant que tu sois signé puis que tu fasses assez d'argent pour que lutter soit seulement un job, c'est t'améliorer en tant que lutteur. Effectivement. Tu as également une grosse carrière au point de vue des titres. C'est important de le dire parce que, mine de rien, tu as eu quand même des beaux titres. Tu as été champion chez C4 en 2013, chez IWS pendant 530 jours. Donc, quand même pas mal de temps, mine de rien, c'est pas mal. Champion par équipe KOD avec Konosuke Takeshita et 2 fois également avec l'équipe Moonlight Express avec Mao. J'imagine que on y reviendra sur DDT parce que j'ai plein de questions et que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un podcast 100% catch japonais chez les rebuts du catch où on parle de ce qui se passe actuellement chez DDT, Noah, etc. Donc, on y reviendra là-dessus. Et puis, pour ceux qui savent pas trop, tu as eu plein de combats avec plein de catcheurs extrêmement connus, comme par exemple Cara Noir. C'est l'un de tes derniers combats, c'est ça? Oui. Cara Noir, ouais. Ça va faire plus d'1 an, mais... Ouais. C'est mon dernier combat en Europe, mettons. D'accord, ok. Cara Noir, Drew Galloway, donc l'un des... Voilà, Drew McIntyre, Bandido, Konosuke Takeshita, Pac, Kushida, Will Ospreay, Chris Hero, Gresham, Tommy End, donc Aleister Black, Matt Tremont. Je suis un gros fan de Deathmatch, donc quand j'ai vu que tu avais eu un match contre Matt Tremont, je suis waouh. Voilà, ça devait être assez excellent. Beef Basic, donc ça c'est Oni Lorcan. Ouais, c'est ça, Oni Lorcan. Ouais, c'est ça, Oni Lorcan. Arashima, Kevin Steen, enfin il y en a plein d'autres, bien entendu. Et depuis quelques temps, tu es également un apprenti streamer sur Twitch. C'est une nouvelle passion, c'est un truc que tu aimes bien faire, streamer? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, plus de plaisir que je pensais, honnêtement. Je regrette beaucoup de ne pas avoir commencé plus tôt, surtout dans la pandémie, mais je veux dire, je m'ennuyais de la connexion avec les fans et tout ça, donc je me suis dit, ça va, quitte à pas pouvoir faire des galas
puis communiquer avec le monde comme ça, ben, au moins je vais pouvoir faire ça, donc ça va m'aider à passer le temps. Mais j'aurais dû passer plus tôt. Aussi, une des grosses raisons, c'est que je voulais apprendre plus dans le monde de l'audiovisuel, puis tout ce qui vient avec l'informatique, puis les ordinateurs, tout ce qui vient avec Twitch et les montages vidéo et tout ça, puis connaître plus ça, parce que c'est quelque chose qui est hyper important en 2021. Ouais, c'est ça. Tu voulais pas te lancer sur Twitch avec juste un pauvre micro et puis on y va, quoi. Tu voulais un truc assez carré aussi. Ouais, je voulais m'assurer de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et c'est très important. Pour un peu parler de moi, je suis étudiant dans le graphisme. Donc c'est quelque chose qui est méga important et je le vois, c'est aujourd'hui en 2021, c'est trois quarts des trucs marchent par la communication, par les visuels, par des vidéos que tu peux mettre en ligne et tout ça. Et c'est important pour un catcheur, moi je pense, soit de faire appel à quelqu'un qui bosse dedans, ou soit de savoir soi-même gérer sa propre image avec le graphisme, avec des vidéos, là-dessus je suis totalement d'accord. Et du coup tu as ta propre chaîne Twitch où les mardis soirs, alors en tout cas ce mardi de cette semaine, tu as fait un live en français où on était un peu, je crois 40 personnes à te suivre pendant ce live. À 22h, c'était ça? C'était 22h pour nous. Ouais, pour nous. Ouais. 5 heures au Québec, je pense. C'est ça. 22h pour nous, où voilà, tu nous as parlé en français, où tu as regardé du catch. Tu as pu regarder avec le Blanc Christianium que je t'ai conseillé. Il y a eu des matchs de la Rix. Il y a eu plein de bons petits matchs qu'on a vus sur le catch français. Moi, étant un grand fan de catch français, comme je t'en avais parlé, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Et du coup, de ce que j'ai compris, ça va être un rendez-vous hebdomadaire, c'est ça? Oui, c'est mon plan. Une grosse partie de Twitch, je voulais voir ce qui allait fonctionner, je voulais voir ce qui allait avoir de la demande. Puis honnêtement, j'ai été surpris quand j'ai fait l'annonce que j'allais faire un stream en français, qu'on a regardé des matchs de catch avec des francophones, comment le monde était... on avait parlé, il y avait une réponse vraiment positive sur Twitter, puis tout ça. Donc, j'étais surpris. Puis oui, si le monde en veut, ben, ça va me faire plaisir d'en faire plus. Puis parce que peut-être plus qu'une fois par semaine, ça fonctionne bien, honnêtement. Moi, je veux juste... Ouais, bah, il n'y a pas de souci. J'imagine que tous les fans français et tous les auditeurs des Rebus seront contents d'aller sur ton stream pour discuter avec toi et parler catch. Mais parce que bon, les Français ont beaucoup de défauts, mais l'un des plus gros défauts des Français, c'est quand même que les trois quarts savent pas parler anglais. Donc c'est compliqué pour certaines personnes. Moi, je sais que j'essaye de faire des efforts, je vais essayer de prendre des cours, j'essaye de regarder que des trucs en VO, etc. pour bien parler français. Mais c'est un de mes plus gros défauts, c'est de ne pas savoir parler anglais, quoi. Et si tu as un conseil pour les catcheurs français, c'est de parler anglais. J'imagine. Ouais. Duolingo. Ouais, voilà, ouais. Vous connaissez Duolingo? Si, c'est ce que je vais faire. J'ai fait un stream où je faisais mes leçons de japonais à travers Duolingo en ligne. C'est très amusant. Ouais. Mais ouais, pour l'anglais, c'est excellent. Hein. J'ai Veda, ma copine, qui est américaine, qui est catcheuse aussi, qui était en train d'apprendre le français avec Duolingo. Ah ouais, ok. Donc, peut-être qu'on la recevra sur la chaîne des Rebus du catch un jour. Oui, peut-être un jour. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était ta grande présentation. On aurait pu éterniser sur plein de trucs encore sur la présentation, mais comme on a pas mal de discussions, donc voilà. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Mike Bailey, c'est pas n'importe qui. Effectivement. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai pu te le dire. On voulait aborder plusieurs points, dont l'Indie US, qui a été avant 2015, avant 2016, c'était 2016, c'est ça? Que tu as été banni des USA. Avant 2016, ça a été quand même un de ton gros points avec, entre autres, moi je pense surtout à PWG, où tu as pu affronter entre autres Kenny Omega. J'ai vu le match il n'y a pas longtemps pour préparer cette entrevue et c'était plutôt dingue. Kenny Omega, c'est pas n'importe qui, sûrement un des meilleurs catcheurs au monde. Tu as pu affronter aussi lors du même week-end Drew Galloway. Il y a eu un Guerrilla Warfare, leur stipulation un peu hardcore 4v4 de PWG. Donc voilà, tu as eu ton côté Indie US très important, où tu étais clairement dans les têtes d'affiche de cette Indie US. Il y a eu aussi l'Europe, où quand tu as eu cette interdiction de territoire US, où tu as pu te réorienter, tu n'as pas rien fait, tu t'es réorienté dans le catch européen avec entre autres VXV pour le 16 Karat Gold de l'année dernière, où tu as été jusqu'en finale face à Cara Noir, où il y a eu ce match contre Bandido qui a fait énormément parler avec cette tradition mexicaine où ils ont tous jeté de l'argent sur le ring après le match. T'as su rebondir. Il y a eu Fight Club aussi, je crois, où tu es apparu avec Mao pour Moonlight Express.
y a eu tous des trucs comme ça, et il y a eu, comme on l'a dit aussi, ta carrière à DDT. Tu t'es pas arrêté juste à l'indie européen ou l'indie US, tu as été aussi à DDT, où tu as fait plusieurs tournées avec DDT, où tu as, pareil, explosé en tant qu'équipe avec Mao, entre autres. Donc voilà, c'était plusieurs sujets qu'on voulait revenir, et je pense qu'on va direct partir sur le premier sujet, Cody, sur DDT, parce que je sais qu'on a beaucoup de fans de Poro, et Cody en est un, moi un peu moins, mais je sais que Cody est un grand fan de Poro, donc Cody, je te laisse commencer. J'ai beaucoup de questions sur DDT parce que DDT, c'est au premier abord, c'est quand même peut-être la promotion la plus difficile à regarder quand on est un fan, on va dire, européen ou même américain, parce que c'est tellement un contexte particulier, DDT, avec au premier abord, on pense que c'est quelque chose qui est vraiment uniquement axé sur le comédie. Et au final, on s'en rend compte très très vite que, hormis cette on va dire première partie de cartes qui est souvent en comédie, derrière c'est du très 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 bon catch. Et moi la première question un peu que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter sur DDT, au point de vue, parce que bah voilà, il y a des catcheurs comme Denshoku Jeno ou Takagi qui est le owner de DDT. Ça a l'air d'être des personnages assez exceptionnels, assez particuliers à côtoyer peut-être. Oui, j'ai pas. Des histoires, il y en a des milliers, il y en a pas qui Ouais, ressortent vraiment, j'imagine. honnêtement, mais c'est assez spécial comme place. C'est une des meilleures places à lutter au Japon, DDT. Je veux dire, si je peux le résumer comme ça, c'est un gros problème avec la lutte partout dans le monde, c'est les gens qui se prennent tout au sérieux. Ouais. Trop au sérieux, ouais. C'est très dur de te prendre au sérieux quand tu sais que tôt ou tard, Denshoku Dino va s'asseoir sur la troisième corde, baisser ses pantalons, puis quelqu'un va enfoncer ton visage dans ses fesses. C'est C'est dur clair. de te prendre au sérieux si tu es certain à 100% que ça va arriver éventuellement. Puis c'est très reflété dans l'atmosphère chez DDT, où tout le monde... c'est Mao qui m'a expliqué ça, puis lui, je trouve qu'il l'explique très bien. Donc, j'aimerais qu'il puisse l'expliquer mieux en anglais, mais malheureusement, c'est difficile. Ou en français, mais ça risque pas d'arriver. Mais chaque promotion a laisse une impression différente avec les C'est fans. c'est ça que j'aime moi personnellement dans le Puro, c'est que Noah très dans le strong, NJP très dans le, on va dire, mainstream entre guillemets, DDT qui est plus axé comédie et pas que, mais voilà, c'est beaucoup connu là-dessus. Comme Mao l'a dit, le but de DDT, c'est rendre les gens heureux. Que ce soit à travers la comédie ou à travers des histoires qui mènent à des longs matchs difficiles qui montrent le cœur des compétiteurs qui ont pour gagner le titre. Mais le but, c'est qu'à la fin de chaque gala, les gens rentrent heureux. Heureux. Tandis que, par exemple, Noah, le but, c'est qu'ils rentrent chez eux inspirés. Qu'ils voient du monde travailler fort, puis donner des longs efforts, des matchs d'1 heure où ils se frappent fort, puis tu rentres inspiré. Fait que chaque promotion a son but. DDT, c'est vraiment rendre des gens heureux. Ouais, c'est ça. Mais moi DDT, j'ai eu un peu, pas la crainte, mais c'est pas évident de se mettre dans un produit comme DDT au début, je pense. Mais une fois qu'on rentre dedans, on a envie de voir que ce genre de catch parce que c'est très très fun. J'imagine, tu as dû faire des matchs un peu à l'extérieur du ring, ce genre de stipulation un peu particulier. C'est souvent pour le titre extrême, si je dis pas de bêtises, ou le titre Ironman aussi. Oui, j'ai lutté à beaucoup d'endroits avec DDT, donc dans les bureaux d'un dentiste, le match en camping, dans une forêt qui dure 2 heures avec des feux d'artifice et des accidents d'auto et des haches et des meurtres et tout. Ils font les combats dans une piscine, dans un train régulièrement, dont j'ai jamais fait partie, mais j'aimerais bien. J'ai lutté dans un centre commercial, juste dans le centre du... une de mes préférées, c'était une convention artisanale. Je sais pas si ça... Si, d'artisans, quoi. Ouais, du monde qui font des choses à la main, tout d'accord. ça. Puis je me souviens, il y avait un vieux monsieur, en particulier, sûrement en soixantaine, cheveux blancs, japonais évidemment. Il faisait des petites, je sais pas si des toupies. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si, bien sûr. Ça. Il faisait des toupies en bois à la main. Donc, il était assis à son bureau, avec une loupe, un monocle, et en train de coller des petits bouts de plastique sur sa toupie. Puis là, soudainement, il se lève la tête. Puis là, t'as Denshoku Dino qui est en train de... Il y a quelqu'un d'agrippé par le pénis dans une main, puis il est en train de frapper quelqu'un d'autre dans l'autre main, juste devant lui. Puis là,
pitch sur son bureau. C'est fantastique, magique. Ouais, bah oui. Toi c'est une de tes périodes de ta carrière où tu t'es le plus éclaté, j'imagine, pendant toutes ces tournées que tu as fait. Tu as fait quoi? 3 tournées avec eux? C'est ça à peu près? Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, d'accord. J'ai commencé avec... Non, beaucoup plus que 3 tournées. J'ai D'accord. commencé avec DDT en 2016. Ah oui, Juillet oui, pardon. 2016, je pense. Puis je suis D'accord. allé à quelques... Oui, en fait, je voulais dire 3 ans, mais dans ma tête, Ouais, j'ai ouais. ouais. Non, je passe 1 ou 2 mois d'habitude avec DDT au Japon quand j'y vais. Puis OK. j'y vais à chaque 2 mois depuis 4 Oui, ans. Ouais. tu as fait le KOD, le DDU, j'ai oublié le nom. Le DO Grand Prix, pardon, excuse-moi. Le DO Grand Prix, j'ai regardé juste avant qu'on ait cette discussion, j'ai regardé ton match je crois que c'était 2017 contre Takeshita sur le Wrestle Universe. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez regarder DDT. Et je l'ai vu, je sais pas si tu t'en souviens, tu fais un spot sur une barricade, enfin, il y a des escaliers, tu montes sur l'escalier et tu sautes de la barricade en moonsault, c'est assez exceptionnel. Et puis c'est là que je me dis que le public japonais, comme on l'a connu auparavant, avant pandémie, parce que maintenant pour le moment ils peuvent juste que applaudir, mais moi je trouve que le public japonais c'est peut-être l'un des meilleurs publics, le plus respectueux en tout cas, et le plus quand il crie, c'est pas pour rien, quoi, je trouve. Je suis absolument d'accord. Toutes les publics au monde de lutte existent quelque part entre le Japon et le Mexique. Au Japon, il y a une riche tradition de la lutte. Les fans de lutte japonais sont fans. Quand ils regardent un match, ils portent attention. Ils sont silencieux, mais c'est pas parce qu'ils aiment pas ça, c'est parce qu'ils écoutent. C'est plus facile, tu peux compter des histoires plus complexes. Ils vont comprendre les détails. Ils vont suivre ce qui se passe. Au Japon, par exemple, si j'ai un move que j'essaye de faire le move pendant 3 shows, puis là, finalement, quand je fais le move, ben, il va y avoir une plus grosse réaction parce qu'ils vont m'avoir vu compter l'histoire de j'essaye le move, je l'ai finalement. Donc, ça vaut la peine de faire des choses complexes comme ça. Tandis qu'au Mexique, c'est vraiment le catch est en ville, on va y aller, on va aller se saouler, puis vraiment, ils s'en foutent complètement, à moins que quelqu'un saute à partir de la 3e corde jusqu'à l'extérieur du ring. Effectivement. Je te dirais, la France, souvent l'Angleterre, puis les États-Unis, le Canada, ça existe tout dépendant du gars-là, mais c'est toujours quelque part entre les deux. Des fois, tu luttes à une... Oui, ça dépend c'est ça, ça dépend des endroits où tu catches. Par exemple, si tu vas chez Progress Wrestling ou VXV, c'est plus des fans, on va dire hardcore, on va dire. Ouais. Donc ils savent ce qu'ils regardent et ils sont là, ils voient tous les petits détails. Peut-être des fois un peu trop, peut-être. Peut-être, mais bon voilà. Mais c'est vrai que moi, DDT, c'est une promotion que j'invite à tout le monde à regarder ce qui se passe. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe là actuellement avec le règne de Akiyama qui a pris le titre? Oui. Tu trouves ça bien? Enfin, je sais pas si tu peux le dire ou pas, je sais pas, mais est-ce que toi, tu trouves pour l'image, alors pour résumer rapidement, Jun Akiyama, légende du catch japonais, qui était chez All Japan pendant très longtemps, il a signé un contrat avec DDT d'exclusivité et il a gagné le titre contre Tetsuya Endo. C'était quand? C'était il y a un mois, quelque chose comme ça, je sais plus quand c'était. Et voilà, ouais. Et donc du coup, toi, Jun Akiyama, champion, c'est bien pour l'image de la promotion, parce qu'avoir une légende comme ça, champion. Hein. Oui, je suis d'accord. Surtout tout le monde qui va apprendre en travaillant avec, ça va les aider énormément. Je me souviens, je me souviens pas de la date. C'est peut-être il y a 2 ans, mais il avait fait DDT leur gros show de l'année à Sumo Hall, Ryogoku. Il y avait oui, la finale c'était Danshoku Dino contre Daisuke Sasaki. Et Danshoku Dino, dans le combat, était allé complètement nu. Il avait enlevé... Mais c'était super bien fait comme spot, puis je recommande à tout le monde d'aller le voir si vous pouvez. Mais il avait baissé dans l'histoire du match, c'était la finale pour le championnat. Gros match de 30 minutes, Danshoku Dino contre Sasaki. Dans le match, Sasaki n'arrêtait pas d'enlever ses shorts, right? ses trunks. Il y avait toujours une autre paire en dessous jusqu'à un moment donné. Il n'y en avait plus du tout. Il était flambant nu, mais ils ont lutté pendant au moins 5 minutes où Danshoku Dino avait les jambes fermées, donc tu ne pouvais pas voir. Heureusement, tu ne pouvais pas voir son pénis, mais il y avait ses derniers slips autour de ses chevilles. Puis ils ont travaillé comme un triangle choke. Vous savez c'est quoi un triangle choke? Oui. Ouais. Tu étangles l'autre avec tes 2 jambes. Dans cette position-là, pendant longtemps, à changer, lutter, travailler. Puis moi, j'ai trouvé ça énormément
hilarant. J'ai trouvé ça fantastique. Ils ont fait une super belle job. Puis le fait de rentrer quelque chose d'aussi drôle, d'aussi absurde dans un combat de championnat sans perdre l'intensité du combat, c'était super bien fait. Mais la semaine d'après, Tenryu, je ne sais pas si vous connaissez Tenryu. Oui, bien sûr, bien sûr. Ancien sumo, Genichiro, c'est ça? Genichiro, j'ai plus son. Ouais, voilà, Genichiro. Ouais. Légende de la lutte japonaise, avait écrit un article dans le magazine de lutte populaire au Japon où il disait que DDT avait manqué de respect à la lutte en faisant ce spot-là qui était, selon moi, absolument merveilleux et super bien fait. Il avait mis les lutteurs avaient mis incroyablement beaucoup d'efforts dans le spot pour que ce soit bien fait et c'était pas juste une joke ou un manque de respect, peu importe, c'était la conclusion de l'histoire qui comptait depuis plusieurs mois. Mais en tout cas, Tenryu fâché écrit un article donc, qui aide pas à la perception de DDT. Tout le monde chez DDT travaille extrêmement fort puis ils méritent de se faire prendre au sérieux parce que ce qu'ils font est différent, mais encore plus difficile selon moi que beaucoup d'autres promotions. Donc c'est ça, avoir quelqu'un comme Akiyama qui fait partie de la promotion, ça l'aide beaucoup avec la perception, puis ça l'aide aux lutteurs d'apprendre tous les trucs qu'il peut leur apprendre, parce qu'évidemment, il est depuis plusieurs années, il connaît tout. C'est ça. Il n'y a rien que je trouve plus merveilleux que chez DDT que de voir apparaître une légende de la lutte japonaise venir et faire quelque chose de complètement absurde. Shinjiro Tani, qui est une légende de la lutte japonaise, j'avais déjà fait ça s'appelait un Anal Explosion. Ah oui, c'est quand on met un bâton de dynamite, enfin dynamite entre guillemets, un feu d'artifice dans l'anus de son adversaire, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Je pense que c'était 4 équipes, en tout cas, mais il y avait, à un moment donné dans le combat, Shinjiro Tani, vêtu d'un costume noir au complet, est venu, puis le combat a arrêté, puis il a donné un coup de batte de baseball dans les fesses de tous les lutteurs. C'est à Sumo Hall aussi, il y a quelques années. Mais juste de voir une légende venir et faire quelque chose d'aussi absurde, c'est merveilleux selon moi. Je sais pas si tu suis un peu, et après on changera sur le cas japonais, mais est-ce que tu suis aussi ce qui se passe dans d'autres promotions au Japon? Par exemple chez Noah avec le Keiji Muto qui a pris le titre Jiashi, qui est pareil. Alors du coup là, pour le coup, c'est différent dans le sens que Keiji Muto, c'est sérieux quoi. Voilà, il n'y a pas de déconnade, il n'y a pas de... je sais que nous, parmi nos auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui critiquent un peu le fait de voir un Keiji Muto vieillissant, champion d'une promotion comme Noah. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, ben, je dirais ces gens-là qui ne comprennent pas la lutte japonaise, alors. D'accord. D'accord, non, mais c'est... C'est sûr, il y a une raison qu'ils est champion. Ils ont un but, ils ont eu une idée, puis ils s'en vont dans une certaine direction avec ça. C'est sûr que... L'objectif pour toi, c'est de mettre quelqu'un de plus jeune over par la suite, par exemple? Ben évidemment. Quelqu'un va battre Keiji Muto pour le titre, donc c'est sûr que ça va sonner. Mais je veux dire, c'est... J'espère que le monde comprenne combien d'efforts est mis dans chacune des promotions, surtout au Japon. Je pense qu'à cause de la télévision américaine, puis à cause qu'on entend c'est fait comme ça, ben la norme vient de penser à des histoires de semaine en semaine, puis c'est comme ça que c'est fait aux États-Unis beaucoup. Mais au Japon, puis c'est la même chose à DDT. Peu importe comment quelque chose peut avoir l'air absurde ou ridicule, ou c'est tout calculé. Puis tout est scripté avec effort, en portant attention, en demandant l'opinion de tout le monde pour s'en aller dans la bonne direction à long terme. Donc quelque chose comme mettre Keiji Muto comme champion, ils savent ce qu'ils font. Ils ont su pourquoi. Puis ça peut être... J'imagine que c'est pas une décision qu'ils ont prise à la légère. C'est pas juste une idée qu'ils ont eue. C'est pas comme si quelqu'un était arrivé. C'est pas comme si Keiji Muto avait dit 2 jours avant le combat, moi je devrais gagner le championnat. Mais non, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il y a certaines performances des fois qui... Je sais pas si tu as vu un gif passer où il essaye de faire une roue. Et c'est bon, on sent qu'il est un peu fatigué, mais bon, moi j'ai toujours le grand respect. Ça reste l'un des meilleurs catcheurs japonais du monde ever, quoi. Donc moi j'ai toujours le fait de me dire il y a Keiji Muto en 2021 champion, c'est quand même pas banal, mais c'est bien, quoi. Moi je trouve ça bien et voilà. Mais pour revenir juste, j'ai sur la réaction de certains fans des fois.
Est-ce que tu trouves que certains... Moi, j'ai un peu cet avis-là, en ayant une toute petite carrière dans le catch, en tant que Français de base, vraiment toute petite. Je me mettrai jamais à ton niveau, clairement pas. Mais est-ce que tu trouves que certains fans se prennent peut-être un peu trop des fois pour des experts ou croient peut-être des fois tout savoir sur le catch? Est-ce que toi, en tant que worker avec une grosse carrière, ça te dérange des fois ou bon, tu te dis tout le monde a son avis et a le droit de le dire au final? Je pense pas que c'est aussi simple que ça. Juste qu'ils pensent qu'ils D'accord. en savent trop. Je pense que ils savent ce qu'ils veulent, puis ils veulent critiquer parce que c'est plaisant, c'est le fun d'avoir une discussion. Mais ce que le monde oublie souvent, c'est que c'est pour pouvoir faire une bonne critique de lutte, il faut comprendre pourquoi les gens font les décisions qu'ils font. Quelque chose que j'entends souvent, que je vois toujours sur Twitter, c'est du monde qui critique les Canadian Destroyers. Right? Tu prends le gars Enzo. C'est différent, moi c'est Non, mais le je Canadian sais, je Destroyer sais. en début de show qui me dérange. Mais Ben pourquoi? parce que j'aime bien, c'est un move important pour moi et j'aime bien qu'il soit un peu plus tard dans la carte. Oui, En mais c'est un opener, move ça me important dérange. pour toi. Ton opinion est déjà faite, t'es fan de lutte depuis longtemps, tu sais ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Ouais. Tu vas venir au show que le monde fasse des Canadian Destroyer ou non. La partie la plus importante, c'est quelque chose que je me trouve à dire à beaucoup de lutteurs indépendants. C'est les gens pour lesquels tu luttes, c'est ceux qui n'ont pas encore d'opinion sur la lutte. C'est juste, Les gens qui viennent à tous les shows, ils ont déjà leur opinion. Ils savent s'ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas. C'est très peu important. Right? La raison pourquoi il y a autant de Canadian Destroyers dans la lutte, c'est parce que les fans adorent ça. Adore ça. Dès qu'il y en a un, ça pop. Ça pop, mais oui. Puis le monde après se souvient de ton combat. Ils veulent acheter tes chandails parce que tu as eu un match cool. Ouais, c'est ça. Sur le but à long terme pour tous les lutteurs, c'est d'avoir leurs prises qui sont uniques, réalistes et cool. Right? Mais ça, c'est difficile. Puis ça prend des dizaines d'années pour réussir à avoir toutes les prises comme ça. Fait qu'en attendant, t'es mieux de faire des prises qui sont trop faites, que les fans de lutte qui sont toujours en minorité, qui voient beaucoup de lutte, qui ont des attentes par rapport à ce qu'ils ont déjà vu ou ce qu'ils regardent depuis des années, sont toujours en minorité. Fait évidemment, quand tu luttes, tu fais des prises pour la majorité, tu veux que la majorité des foules soient excitées par ce que tu fais. C'est sûr que idéalement, mais c'est parce que c'est difficile, c'est incroyablement difficile de faire plaisir à tout le monde, aux fans de lutte, bien sûr. qui comprennent, qui écoutent, qui regardent, qui sont concentrés, qui cherchent les détails. Mais à première vue, c'est plus important de faire plaisir à la majorité, aux fans de lutte qui sont juste là, puis qui ils regardent le show, ils sont là pour s'amuser. Donc, tu n'es pas obligé de penser trop aux détails. Puis je pense que ça fait partie du succès de la lutte indépendante qu'on a vu depuis les années, je dirais, mi-2000. Depuis que moi et toi, on a commencé, coïncidemment, Cody. Mais quand les lutteurs indépendants ont compris que leur but, c'était de donner un bon show aux fans, que les fans aiment ça, même si c'est irréaliste, même si c'est absurde, même s'ils faisaient le combat qu'ils ont fait à la télévision, ils se feraient chicaner, ils le font quand même parce que ça laisse une impression dans la tête des fans. C'est beaucoup plus important que de faire plaisir au monde sur Facebook. Ouais. Mike, je crois que ta caméra, elle a frisé. Ah, bah c'est bon. Quand tu Ah dis bah ça, voilà, ça remarche. ça y est. C'est juste quand j'ai dit ça, ça a remarché. Bon, impeccable. Parfait. Nickel. Donc voilà. Et du coup, on va passer après cette petite partie sur le catch japonais. On va passer à une partie où je vais un peu plus parler, parce que moi je suis un peu moins fan de catch japonais, j'ai un peu plus du mal. Mais c'est pas que t'es moins fan, c'est que tu connais pas. Je connais pas, je m'intéresse de plus en plus. Il est vrai que je m'intéresse de plus en plus depuis que je suis sur la chaîne et que j'ai rencontré Cody. Parce que un peu notre principe sur la chaîne, c'est soyez curieux, c'est notre catchphrase de fin. Et c'est vrai que j'ai découvert, je suis sur la chaîne depuis à peu près 1 an. Et c'est vrai que depuis que je suis sur la chaîne, j'ai développé ma curiosité. Et c'est là où on va parler d'Indie US et du catch européen. On va un peu mettre les deux dans le même sac. Parce que, alors c'est totalement différent, mais c'est pour regrouper les deux dans ce qu'on va parler. Moi j'ai plusieurs. Déjà, première question, est-ce que tu as vu ROH hier soir? Parce qu'on se posait la question avec Cody. Est-ce que tu as suivi ROH hier soir? Non, malheureusement, je l'ai pas vu, mais j'aurais adoré. Il y a tellement de luttes à regarder. On est d'accord. J'essaie toujours d'en regarder le plus possible. Mais souvent, c'est plus facile de juste attendre, savoir quel combat est intéressant, puis retourner voir la moitié la moitié la plus intéressante du spectacle le lendemain. Mais, si je peux me permettre, Mike, je te conseille fortement le Dak Draper contre Jonathan Gresham. Je suis un grand fan de Jonathan Gresham. Je sais pas si tu vois Foundation, mais voilà. Mais le bon Guido, moi aussi.
Et Bandido, ouais. Bandido, Rayurus et Flamita et un super Spotfest. Il est très très bien, j'ai adoré. Ouais, voilà. Donc, C'est notre conseil. Voilà. On te conseille. Et en parlant de Bandido, et en parlant de cette carte de ROH, t'as affronté certains catcheurs qui étaient sur cette carte. Je pense à Gresham, je pense à Bandido, que t'as affronté, comme je l'ai dit, à VXV 16 Karat Gold. En parlant de ça, j'habite à la frontière France-Allemagne, et il était pour projet d'aller voir la nuit 2 de VXV avec Stéphane, le Temple du Catch, qui tient une page sur Facebook, qui est un ami à moi. On était censé aller voir cette partie du show. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Quand j'ai vu le match que tu as sorti lors de la nuit 2, j'ai été assez déçu, c'est vrai, mais voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as affronté de nombreux catcheurs. Chris Hero, moi qui est un catcheur que j'adore, Kenny Omega, Cara Noir et tout ça. Déjà, est-ce que tu as un souvenir en indie, que ce soit indie US ou indie européen, un souvenir qui te reste en tête d'un adversaire ou d'un show ou d'une réaction que tu as eu, et parmi tous les noms, parce que tu as un peu affronté tout le monde, tous les grands catcheurs, t'as affronté gratin mondial. C'est ça, tu as affronté le gratin mondial. Est-ce qu'il y a un catcheur que tu n'as pas affronté, que tu aimerais affronter, ou que tu aimerais réaffronter si tu l'as affronté qu'une fois? Kenny Omega. Ouais, Ah ouais. t'aimerais bien réaffronter Kenny Omega avec son niveau C'est actuel. ouais. Ça a été un combat. On a lutté à PWG dans le temps. Ça a été un combat super important pour moi. Honnêtement, c'est un des moments. Il y en a eu plusieurs dans ma carrière, mais contre lui, c'est un des moments que je me rappelle le plus, où je me suis dit, waouh, la façon que sa tête fonctionne pour bâtir un match de lutte, puis pour la lutte, c'est vraiment fascinant, puis je suis pas à ce niveau-là. Puis en luttant contre lui cette fois-là, je me suis dit, ah, je devrais être meilleur, je devrais faire beaucoup de choses différemment pour être beaucoup plus à niveau. Puis ça, c'était avant que j'aille à DDT. Puis toutes les choses que je voyais que lui comprenait, puis que ça venait facilement, c'est tout, ben pas, certainement pas toutes, mais beaucoup de choses que j'ai compris en luttant pour DDT, puis en apprenant, puis en travaillant avec ce monde-là, puis en voyant le style. Puis je trouve aussi que Kenny Omega, c'est lui présentement qui fait les meilleurs combats sur la planète. C'est le meilleur. Qui fait des bons combats. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur catcheur façon... au monde. Effectivement. Ouais. Il y a les meilleurs combats de façon consistante depuis plusieurs années, sans jamais faire de mauvaises performances. Son combat contre Matt Sydal, qui était le combat d'ouverture au dernier Dynamite, qui était absolument... Je sais pas si... c'est plus qu'un bon combat. C'était vraiment bâti parfaitement pour ce que ça devait être, puis c'était hyper bien fait. Mais ouais, c'est lui qui a les meilleurs combats présentement. Puis je sens que j'ai quelque chose à reprouver avec lui. Ouais. Ça serait bien, vous avez vous deux amélioré. Vous deux, vous avez évolué. Kenny, Omega, moins que toi, parce que toi, t'es quand même passé à DDT, donc forcément, t'as step up encore plus, alors que Kenny Omega, c'était en 2017, je crois, était déjà à un niveau assez dingue. Non, le match avec Mike Bailey. Ah bah oui, c'est 2015-2016. Ouais, 2015. Il était déjà à un sacré niveau, Kenny Omega. Il était à un excellent niveau, mais bon, Kenny Omega contre Kazuchika Okada, c'est 2017. Effectivement. Où il y a eu le gros step-up pour moi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est là où il y a eu le gros step-up pour Kenny Omega. Mais voilà. Et alors, on parlait de PWG. PWG, c'est un peu voilà la terre promise. Je sais pas si c'est comme ça l'expression du catch pour les smart. C'est là où les smart aiment. Et je sais qu'on est suivi par beaucoup de smart. Donc je sais qu'ils ont beaucoup. J'aime pas le mot. J'aime pas le mot smart aussi. Le fan hardcore, c'est un peu mieux. On est suivi par beaucoup de fans hardcore. Et je sais que PWG, c'est une fédération qui était beaucoup suivie, qui malheureusement maintenant est un peu malheureusement en train de couler, entre autres à cause du Covid. Je pense que ça n'a pas aidé, mais je pense que en tant que catcheur, ça doit être une étape d'aller catcher à PWG. Je pense que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une étape? Est-ce que c'est vraiment un endroit où on aime catcher? Oui, je sais pas si ça va continuer à exister, honnêtement. La façon que la lutte a changé, puis il y avait, tu sais, les lutteurs qui luttaient à la PWG, le show, c'était vraiment les meilleurs lutteurs indépendants à travers le monde qui étaient là. Mais maintenant, il y a beaucoup moins de lutteurs indépendants, donc ça va être super différent quand ça va recommencer. Mais je trouve que cette période-là, la période où j'ai lutté à PWG, puis peut-être un an après, un an avant, peu importe, ça va toujours rester unique et spécial. Puis je pense pas qu'il va pouvoir... Je pense pas que c'est possible de recréer ce qui se passait là. Avec le plus de lutteurs indépendants puis tout ça.
Maintenant, le monde de la lutte internationale est plus du tout à ce que c'était il y a 3 ans avec AEW maintenant. Puis, Ouais. ouais, Il y a beaucoup de nos auditeurs qui trouvent que le catch actuel, beaucoup de choses se ressemblent un peu. Est-ce que tu es de cet avis-là ou tu trouves qu'il y a toujours plein de produits différents partout dans le monde? Moi, je fais partie plutôt des personnes qui pensent que le catch a pratiquement jamais été, pratiquement à son meilleur actuellement parce qu'il y a tellement de trucs à regarder. C'est tellement facile de regarder tout ce qui nous plaît, que ça soit au Japon, aux États-Unis, au Mexique, etc. Est-ce que tu fais partie des personnes qui, pour toi, le catch est dans une très très bonne situation malgré le Covid actuellement? Oui. Il y a 2 façons de voir ça. C'est sûr que si tu regardes ça avant, le catch était très différent par région. Le Mexique avait son style, mais maintenant, le Mexique a son style, le Japon a son style, puis c'était différent partout. L'Angleterre avait un style très précis qui est maintenant plus ou moins disparu. Parce que maintenant, quand tu luttes pas pour ton public, tu luttes surtout pour l'Internet. Ouais. Donc, tu luttes pour pas tout le monde. Donc, si tu fais un style qui est vraiment unique et différent, ben, le monde n'y achète pas trop. Puis on voit les résultats que ça donne. On a vu beaucoup de lutteurs avec des styles très particuliers arriver à quelque part comme la WWE, puis ça fonctionne pas très bien parce que les autres lutteurs luttent pas du même style. Mais aussi, la base de connaissances pour la lutte est beaucoup plus grande maintenant. Il y a des séminaires que tu peux voir facilement en ligne. Il y a une infinité de combats que tu peux aller regarder. Trouve une personne, ils ont tous au moins 10 combats sur YouTube que tu peux aller voir, puis essayer de comprendre leur méthode, tout ça. Puis tous les networks faciles, tout ça. Tous les networks pour regarder. Beaucoup plus facile de comprendre la lutte maintenant que ce l'était il y a quelques années. Effectivement. On arrive bientôt à la fin de cette entrevue. Oui. On va pas te garder plus longtemps, Mike. Mais alors, j'avais juste une dernière question. Est-ce que tu nous as donné le nom de Kenny Omega pour réaffronter quelqu'un? Mais si tu devais prendre dans l'indie qui existe actuel, n'hésite pas, il y a le catch français qui est disponible aussi dans l'indie. Quel catcheur souhaiterais-tu vraiment affronter dans l'indie actuel? Donc pas All Elite, pas de VVE, pas de tout ça. Aux États-Unis, il y a Lee Moriarty. Ah oui. Oui, bien sûr. Évidemment, des meilleurs lutteurs indépendants. Sinon, il y a Aigle Blanc que j'ai vu pour la première fois ses combats au complet, où j'ai porté pleine attention. Puis je trouve que ce qu'il fait est excellent. Puis j'aimerais bien lutter contre. Ça serait dingue de voir Aigle Blanc, Mike Bailey. Moi, j'avais juste une petite dernière question qui n'est pas dans le catch, mais j'aimerais savoir quels sont tes goûts musicaux un peu, Mike. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo, etc. aussi? Oui, jeux vidéo, j'ai pas de console récente. J'ai acheté un Nintendo Switch pour jouer dans l'avion. J'aime les vieux JRPG. Mon jeu préféré, c'est Final Fantasy VII. Moi, je suis très Dragon Quest, personnellement. Ouais, parfait. Oui, j'aime bien aussi. Mais Final Fantasy 7, 8 et 10, mais surtout 7 et 8, je joue une fois par année. Je finis les jeux à peu près en moyenne. La Switch, c'est la meilleure invention pour les catcheurs. Oui, mais pour le voyage, ça m'aide énormément. C'est clair. Et niveau musique, des vols de 13 heures au Japon, la Nintendo Switch m'a aidé beaucoup. Effectivement. Et niveau musique, tu écoutes quoi? Plutôt du rap, du metal, du punk, du rock? Présentement, je change beaucoup. J'écoute de tout. Beaucoup de choses, mais Primus, je sais pas si vous connaissez Primus. Si, bien sûr, Primus, moi je connais. J'ai connu Primus, c'était dans Tony Hawk que j'ai connu. Dans Tony Hawk 1, je crois, il y avait du Primus. J'écoute beaucoup de Primus, de Pink, puis Aesop Rock. Ok. Donc, ok, très bien. Bah, voilà. Non, mais moi j'aime bien. Moi je suis très très musical. Puis bon, on aime bien parler de ça aussi, donc ça fait plaisir. Mais je crois qu'on a tout dit à peu près. Et effectivement, merci Mike de nous avoir accordé cette petite heure avec nous pour discuter de catch. Voilà, nous on n'est pas pour une simple interview où on te pose des questions-réponses où on te demande ton futur, parce qu'en plus de ça, si vraiment t'étais signé quelque part, tu ne pourrais pas nous le dire. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à
rien. Très bien que tu vas pas nous dire. C'est ça. Et nous, voilà, on aime beaucoup avoir des discussions avec des catcheurs, avec savoir leur avis sur certains sujets, savoir ce qu'ils suivent et tout ça. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir pu discuter de ta carrière, d'avoir pu discuter aussi de tes goûts. On a beaucoup parlé de catch japonais, mais c'est quelque chose qui passionne sur la chaîne des rebuts du catch. On aime vraiment beaucoup ça. Comme je l'ai dit avec Puromania, chaque lundi pour les rebuts avec Cody, Fab, Saru et Max. Donc voilà, merci beaucoup Mike Bailey d'avoir accepté cette entrevue comme on dit chez nous pour les rebuts du catch. On est une petite chaîne française, mais ça fait plaisir d'avoir une personne comme toi sur cette chaîne, donc on te remercie énormément. C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que ça t'a plu d'aimer discuter avec nous, donc en tout cas merci à toi. Merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir Mike Bailey sur sa chaîne Twitch. Pratiquement tous les jours en stream. Donc voilà, pas loin. En tout cas, merci à vous tous et merci à toi Enzo. Merci beaucoup Cody d'avoir été là, merci Mike. Comme on dit chez nous, banzai et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux, ciao. Ciao ciao.